Pensez-vous qu'il soit littéralement possible de disparaître sans laisser aucune trace? Préparez-vous les amis ensemble parce que là on va avoir du très lourd, on va enquêter ensemble sur la disparition simultanée de 3 hommes au fin fond des derniers archipels de l'Atlantique Nord-Est. Une enquête difficile à mener tant la superstition se mêle à la réalité. Celle de la disparition simultanée et mystérieuse de 3 gardiens de phare écossais. En réalité on a eu beaucoup de mal à trouver des sources par rapport à cette histoire. Enfin surtout qui sont assez fiables et objectives. Pour cause, l'étrange disparition a tout de suite enflammé l'imagination. De nombreux articles de journaux ont relaté pour la plupart beaucoup de faits qui sont complètement inventés. On tient donc dans cette vidéo à particulièrement mentionner le Mike Dash, un historien irlandais qui m'a permis de voir clair avec ma scripteuse aussi dans cette histoire obscure. Et oui, son article Les gardiens de phare disparus de Elian Moore m'a permis de me baser sur un travail sérieux et surtout sourcé. Car comme toute histoire étrange, celle-ci ne manque pas de son lot de rumeurs et de légendes. Je vous conseille pour cette vidéo de prendre votre imperméable, vos bottes ainsi que votre petit chapeau de pluie pour embarquer avec moi pendant que l'océan est encore calme. Et laissez-moi vous conter, si vous le voulez bien, l'histoire mystérieuse des disparitions du phare des îles Flamands. Un soir de décembre 1900, les habitants de l'île de Lewis sont dans l'obscurité totale. Dans cette partie du globe, à cette époque de l'année, la nuit tombe à 16 h exactement. La région enclavée dans l'océan Atlantique est habitée depuis des temps ancestraux. Cette zone maritime de l'Atlantique Nord est particulièrement dangereuse pour les navires. Et ça, c'est important de le préciser. Ils sont extrêmement nombreux à emprunter la route des îles Flannan pour se rendre en Islande, ou voguer vers l'Écosse et les îles Féroé. Et malheureusement, les naufrages y sont très réguliers dans les éléments déchaînés. L'industrialisation du Royaume-Uni de la fin du 19e siècle a permis de réaliser un projet titanesque, mais bien utile. Pour parer le danger, les autorités maritimes engagent la construction d'un phare dans les îles Flannan, un petit groupement d'îles pour vous expliquer, à 32 km à l'ouest de Lewis. Pour accueillir ce phare, c'est l'île d'Elian Moore qui est retenue. Et alors là, le chantier, pour vous l'expliquer un petit peu en un mot, il est pharaonique. Il faut acheminer plusieurs matériaux directement depuis les navires jusqu'au point culminant de l'île. Et les falaises, escarpées de 45 mètres de haut, sont battues par les remous violents de l'Atlantique Nord. Il est assez difficile d'y amarrer des navires. Il faut aussi construire des allées de cheminement pour permettre aux futurs gardiens de circuler entre les différents points stratégiques de l'île, évidemment. On profite alors du chantier pour construire une voie ferrée rudimentaire, où circule une petite machine à vapeur attelée à 2 wagons. Elle permet de soulager les ouvriers du transport de charge durant le chantier. Et lorsque le phare sera donc en fonction, elle servira au ravitaillement en pétrole. Mais oui, je vous rappelle que nous sommes en 1900, l'électricité est loin d'arriver jusqu'à Elian Moore, l'île écossaise la plus reculée, il faut savoir, dans l'Atlantique Nord. Et c'est d'ailleurs pourquoi 3 gardiens sont en permanence dans le phare de 23 mètres de haut, dont les 140 000 lampes ont besoin d'être alimentées en pétrole. Et la compagnie des phares a aussi ordonné la construction de foyers pour accueillir les épouses et les enfants des gardiens sur l'île voisine de Lewis. C'est super, pour le moment, que des idées smart. Et après 4 ans de chantier, le phare est allumé pour la première fois le 7 décembre 1999. Le bâtiment illumine désormais jusqu'à 38 km à la ronde. La zone maritime est sécurisée, les navires sont guidés dans les ténèbres agitées de l'océan Atlantique et on ne recense plus du tout de naufrages. Même les habitants de l'île de Lewis ont pris l'habitude réconfortante de regarder la lumière du phare de l'île d'Elian Moore. Ce phare pour l'instant n'amène que du positif comme vous le voyez. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, sa lumière perce les ténèbres de l'Atlantique Nord. Et comme il n'y a pas de communication possible entre Elian Moore et Lewis à cette époque-là, un garde-chasse est alors chargé de surveiller le bâtiment. Depuis donc la station côtière de Lewis, ses fonctions tout bonnement en fait consistent à observer les signaux provenant du phare et signaler toute défaillance. Mais un soir de décembre 1900, à la surprise des locaux, la lumière ne s'allume pas. Alors peut-être, oui c'est possible, qu'il y a eu un incident technique avec les lampes qui a empêché les gardiens de les allumer. C'est une théorie qui a directement été évoquée. Ou peut-être ça peut être une autre théorie qu'il manquait à ce moment-là de pétrole pour faire fonctionner tout. Mais bizarre parce que le lendemain soir, pourtant, le phare ne s'allume toujours pas. C'est vraiment dommage ce qui se passe pour eux, parce que si c'est une pénurie de réserves de pétrole, il faudra alors nécessairement attendre que le navire de ravitaillement vienne les dépanner. Pour l'instant, personne ne signale l'incident à la compagnie des phares en charge de la gestion du bâtiment. Pour une raison que l'on ignore, même le garde-chasse chargé de surveiller le phare n'a pas signalé l'incident, alors qu'il aurait dû le faire immédiatement. Hyper suspect. À ce moment-là, aucune mesure n'est prise pour envoyer quelqu'un prendre des nouvelles des gardiens. Pourtant, c'est le début de l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle.
Bien sûr, l'endroit est particulièrement isolé et la vie sur l'île est inhospitalière. La terre la plus proche, dites-vous, est une autre île qui est à 25 km de distance. Et à 40 km du sud, on peut y retrouver aussi celle de Sainte Kilda. Quant à l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, se trouve ni plus ni moins que l'Amérique du Nord. L'île est très exposée aux bourrasques du Nord et le vent y est incessant. Vous imaginez que les embruns de la mer et les vagues rendent l'environnement humide. Le bruit des éléments est constant là-bas et la nature rudimentaire. Et elle ne manque pas du tout de son lot de folklore superstitieux à son sujet. Surnommée par les locaux l'île des Pygmées, elle y habiterait apparemment des petits êtres dont on peut retrouver les ossements ici et là, semblables à ceux des humains, mais en miniature. On raconte que quelques bergers courageux allaient faire paître leurs troupeaux, mais n'y passaient jamais la nuit, persuadés que l'île était hantée. Des populations anciennes y ont habité jusqu'au XVIIe siècle en élevant quelques moutons, mais pour aussi prélever les œufs d'oiseaux de mer dans les nids. Sur l'île des Lions de Mort, propice au recueillement et à la dévotion, une chapelle en ruine, construite au 7e siècle par Saint Flanand, témoigne de ces sociétés passées. Ce sont bien entendu des gardiens aguerris qui sont choisis par la compagnie maritime pour faire fonctionner le phare. Logique. Les hommes doivent être solidement constitués physiquement, mais aussi psychologiquement. Les ordres de la compagnie maritime sont bien clairs. 3 gardiens doivent impérativement être en fonction sur l'île de toutes circonstances. Pour cela, ce sont 4 hommes qui sont engagés afin que l'île soit toujours occupée par au minimum 3 d'entre eux. 3 hommes restent en fonction du phare, quand le 4e part pour 2 semaines de repos à terre avant de venir remplacer l'un des autres. Chaque gardien reste donc respectivement 6 semaines sur l'île pour travailler, puis bénéficie de 2 semaines de repos. Joseph Moore, William Ross, Thomas Marshall, James Duca sont nommés et deviennent ainsi les premiers gardiens du phare des îles Flanand. Isolé sur les hauteurs des falaises abruptes, perché sur le point culminant de l'île, le bâtiment n'est équipé d'aucune station de télégraphe, ce qui l'empêche de communiquer avec le monde extérieur. Pour seule possibilité de communiquer, des fusées de détresse attirées depuis le balcon du phare pour signaler à l'île de Lewis un éventuel incident, et quelques drapeaux et balises pour communiquer avec les navires. C'est tout. Il n'y a aucun autre moyen d'entrer et sortir de l'île autrement que par le navire de ravitaillement qui effectue aussi les déplacements des gardiens pour leur repos. L'Hespérus, le navire ravitailleur, accoste tous les 15 jours du côté sud de l'île, qui est le plus accessible finalement. Et parfois, ça fait un peu chier, les ravitaillements provenant de l'île de Lewis sont retardés par le mauvais temps qui empêche de naviguer malheureusement. Mais tout se passe bien à vrai dire pendant la première année. La vie des gardiens est plutôt chill, tout se déroule plutôt bien, sans véritables accroches. Professionnels, ils s'accommodent de la pièce de la vie exiguë, leur petite chambre alignée et la minuscule cuisine qui donne directement au nord. Cependant, toujours en ce mois de décembre de l'année 1900, William Ross, le premier assistant, tombe malade. Et il ne sait encore pas quelle bénédiction lui a épargné le pire en le forçant à s'arrêter. Donc on peut dire au revoir à notre petit William Ross. Pour lui, c'est fini. La compagnie maritime alors recrute un remplaçant, Donald MacArthur. Et lui ne sait pas encore que ses proches ne le reverront absolument jamais. Ce sont donc Moore, Marshall, Ducat et MacArthur qui sont en fonction au phare. Le plus expérimenté d'entre eux, Ducat, est désigné alors comme gardien principal. Âgé de 43 ans, marié et père de 4 enfants, il a déjà plus de 20 ans de métier et a exercé sur de nombreux autres phares avant celui-là, avant celui des Lions de Mort. La compagnie lui fait tellement confiance, dites-vous, qu'elle lui propose le poste avant même que le phare ne soit construit. Pourtant, il hésite lui à l'accepter. Expérimenté, il est conscient qu'on lui propose un poste rude, beaucoup trop dangereux pour un homme marié et responsable surtout de 4 enfants. Le second assistant, Marshall, est un jeune célibataire, lui, de 28 ans. Quant à MacArthur, lui c'est un ancien militaire marié qui occupe les postes de remplacement. Le 6 décembre 1900, c'est au tour de Joseph Moore d'être relevé. Il descend le chemin de pierre qui serpente sur l'île jusqu'au sud afin de rejoindre l'Hespérus qui lui permet de se retirer pour son congé. Le fameux bateau. Et quand le commandant alors lui demande si tout va bien, lui, il répond qu'il est assez content de retourner à terre et ajoute, le regard tourné vers l'île qui disparaît au loin, on s'y sent un peu seul parfois. Le 21 décembre, Moore embarque à nouveau sur l'Hespérus, mais cette fois pour retourner à Elion Mort. Comme une tempête fait rage, l'Hespérus reste au large pendant 3 jours sans pouvoir accoster ni débarquer des hommes. C'est seulement avec difficulté, le 25 décembre, qu'il peut approcher des îles Flanand. En approche des Lions de Mort, le navire signale son arrivée par la corne de brume. Mais rien ne semble bouger au pied du phare. Très bizarre.
Plus inquiétant encore, Mort n'est pas encore débarqué du navire qui le ramène sur l'île lorsqu'il aperçoit, inquiet, que le phare n'est pas du tout allumé. Il sait immédiatement là que quelque chose ne tourne pas rond et ne va pas du tout. Ses collègues connaissent parfaitement leur travail, savent exactement ce qu'ils doivent faire et ne déroger jamais à leur devoir professionnel. Hyper chelou. Malgré les coups de sifflet et une fusée de détresse tirée depuis le pont de l'Hespérus, aucun des gardiens ne se manifeste pour les accueillir sur l'île. Le drapeau non plus n'est pas hissé alors qu'il devait l'être. Sur la jetée, Mort ne voit ni caisse d'approvisionnement, ni câble pour l'amarrage. Rien n'a été préparé pour leur arrivée. Tout ce qu'il aperçoit là, devant lui, c'est 3 grands oiseaux noirs perchés sur des piquets d'amarrage. Une embarcation est mise à l'eau et permet à Mort de débarquer. J'ai couru jusqu'au phare et une fois devant la grille, je l'ai trouvé fermé. C'est ce qu'il va dire. Je me suis dirigé vers la porte principale et je l'ai trouvée, également fermée. Étrangement, celle de la porte de la cuisine était ouverte. Personne ne répond. Aucune trace de vie. Dans le salon, l'essence de la cheminée était froide. Je suis alors monté dans les chambres et j'ai trouvé les lits vides et défaits, dans l'état où ils les ont laissés le matin. Dans l'espace de vie, tout est froid, vide, et sur une étagère, la pendule même s'est arrêtée. La vaisselle est propre et rangée. Je n'ai pas pris le temps de chercher plus loin, car j'ai naturellement compris que quelque chose de grave était arrivé ici. Il constate devant lui que les lampes ont été nettoyées et remplies de pétrole, et qu'elles sont prêtes à être allumées. Puis il retourne ensuite vers l'Hespérus, son bateau, afin de signaler l'anomalie et de demander l'aide de ses marins pour rechercher ses camarades. Où sont-ils passés? Il retourne au phare accompagné de 2 hommes et ensemble, ils veillent prioritairement à guider les navires loin des rochers escarpés. Mais avant de tenter de comprendre ce qui est arrivé dans l'enfer venteux des lions de mort, en faisant à nouveau le tour de l'île à la recherche de ses collègues, la pire crainte qu'a Mort est de les retrouver morts. Mais il n'y avait aucun signe de vie, ni même de leur corps. Dans le quartier d'habitation, il remarque pourtant qu'il manque 2 des 3 équipements de ses collègues, 2 imperméables cirés et 2 paires de bottes. Ce sont ceux de Ducat et Marshall. Mort se tourne ensuite vers le journal de bord où la dernière inscription est datée du 13 décembre. Les mesures du baromètre et du thermomètre ont été relevées ensuite le 14 et 15 décembre sur un bout de papier, sûrement dans le but de le noter plus tard dans le journal. Et les mesures indiquent des conditions qui correspondent à des intempéries. Mince. Et pendant ce temps, le marin de l'Hespérus fouille aussi l'île à la recherche d'éventuels indices qui pourraient expliquer l'étrange disparition simultanée des 3 gardiens. À l'est de l'île, tout est en ordre. Les caisses de cordage sont présentes et aucun dégât n'est à déclarer. Mais en revanche, la côte ouest la plus exposée à l'Atlantique Nord présente des traces manifestes laissées par des vents très violents. Le chemin de fer est abîmé et des pavés entiers ont été soulevés à certains endroits. Il manque aussi les caisses de cordage alors qu'elles sont solidement lestées et ancrées au sol. Il est évident que des vents forts ont pu causer cela. De plus, la tempête a dû sûrement agiter l'océan au point où une vague a pu se former et s'éclater sur la côte ouest, emportant les infrastructures sur son passage. Il aura cependant fallu une immense vague pour emporter les caisses lestées à plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Est-ce qu'une tempête avec des vagues de plus de 30 mètres aurait pu assaillir complètement l'île et emporter le coffre et les 3 hommes avec? Eh bien c'est la question qu'on peut tout bonnement se poser maintenant. Honnêtement, d'après tout ce qu'on a comme ressources, de telles vagues géantes sont extrêmement rares. Restées longtemps mythiques, elles ont fait l'objet de légendes des marins du monde entier. Aujourd'hui, on sait que ce phénomène de vagues géantes et soudaines, bien qu'exceptionnel, est assez possible. Les vagues dites scélérates. Nos 3 potes auraient clairement pu, oui, se faire détruire par ce truc-là, y a aucun doute. Ce phénomène est assez incroyable. On a longtemps cru que c'était une légende urbaine inventée par les marins, jusqu'à ce que la technologie permette de les filmer et d'apporter la preuve de leur existence. Mais plusieurs questions subsistent pourtant. Les gardiens de phare en fonction étaient expérimentés et n'auraient jamais été assez bêtes et inconscients pour s'aventurer sur la jetée pendant une tempête. Non, ça paraît pas logique du tout. Encore moins tous les 3 en même temps, laissant le phare livré à lui seul. Les directives sont pourtant claires. Au moins un gardien doit rester à l'intérieur du phare en toutes circonstances. Et si vraiment ils étaient tous sortis en même temps, comment se fait-il alors que l'on trouve que l'un des 3 imperméables? Face à la situation, le capitaine de l'Hespérus envoie un télégramme aux autorités maritimes. Un accident terrible est survenu dans l'archipel flânant. Les 3 gardiens, Ducat, Marshall et le remplaçant, ont disparu de la surface de l'île. Nous avons tiré un signal de détresse, mais n'avons reçu aucune réponse, et Mort, qui est rentré au poste, a débarqué mais n'a trouvé aucun des gardiens.
Les pendules étaient arrêtées et d'autres signes indiquent que l'incident a dû se produire il y a environ une semaine. La nuit arrive, nous ne pouvons pas nous attarder plus que ça sur les investigations, mais on reviendra demain matin pour essayer d'apprendre quelque chose sur leur terrible destin. Une enquête, comme vous le savez, est très vite ouverte et menée sur place, menée par la compagnie maritime responsable du phare, et c'est un certain Robert Mured qui mène les investigations. En parallèle de ça, l'affaire enflamme complètement l'opinion publique. Les habitants locaux et les journaux avancent de nombreuses théories. Toutes sont non fondées et plus ou moins plausibles, plus ou moins farfelues. Elles vont de la noyade à l'apparition d'un serpent de mer qui aurait dévoré les 3 hommes. Il n'y a aucun dosage à ce niveau-là. Parmi les théories les plus plausibles, dont on n'a cependant aucune preuve, on suppose que les hommes auraient pu avoir été transportés par un autre navire pour une raison quelconque. Après tout, l'île est aussi isolée que cela les a peut-être fait craquer. Après tout, on leur avait promis à la base de les emporter vers de meilleures terres avec 1000 plaisirs exotiques de leur côté de l'Atlantique. On peut peut-être comprendre qu'ils aient voulu se tailler, les frérots. On les aurait aussi peut-être enlevés de force. Pourquoi pas des contrebandiers ou des pirates? À cette époque, ça pouvait être possible. Et le plus probable, c'est qu'ils auraient été emportés en essayant de venir au secours à un navire en détresse. Dans un registre différent, on pense aussi qu'ils ont pu avoir été rendus fous par l'ingestion d'ergot de seigle, un champignon vénéneux qui peut se répandre dans la farine de seigle, ou ça peut être aussi la théorie que un d'entre eux est devenu complètement fou pour cette même raison. On peut penser aussi à l'isolement doublé des bruits incessants de vent et des vagues, ou encore aux émanations toxiques des produits nécessaires à l'entretien des lampes du phare. Il a pu peut-être d'abord s'en prendre à lui-même avant de s'en prendre à ses collègues, mais aucune trace de lutte, de violence, ni même aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Tous les marteaux, les couteaux et les haches sont à leur place. Aucun outil à ce moment-là, dites-vous, ne manque à l'appel. Il est encore possible pourtant que le forcené se soit servi de sa propre force en étranglant ses camarades. Puis il aurait aussi pu se servir d'une pierre pour les attaquer avant de se précipiter avec les corps à la mer. Et pour les théories un petit peu plus fantaisistes, certains habitants superstitieux, même très superstitieux, prétendent que les pauvres gardiens ont probablement été métamorphosés en oiseaux géants par l'effet peuplant l'île. Pour preuve, les 3 oiseaux noirs qui ont été les seuls à accueillir mort lors de la découverte des disparitions. À moins que ce ne soient les légendaires oiseaux noirs qui les aient dévorés. Ou peut-être ont-ils été sacrifiés par des entités surnaturelles. Il faut dire qu'en cette période de début de siècle, les esprits superstitieux sont fascinés par l'histoire de Marie-Céleste. Ce vaisseau fantôme a été découvert abandonné au large de la mer en 1972. On raconte qu'à bord, il n'y avait aucune trace de vie, alors que des tasses de thé encore chaudes étaient posées sur la table. Il n'en faut pas moins aux plus imaginatifs pour faire le lien entre la découverte du Marie-Céleste et les disparus du phare d'Elion Mort. Qu'est-ce qui peut expliquer la disparition si soudaine de 3 hommes en même temps? Les théories plus récentes sur le cas vont jusqu'à soulever l'hypothèse d'un enlèvement par des extraterrestres. Bon, ça commence à partir littéralement en couille là. D'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on traite un jour d'affaires un petit peu comme ça, enlèvement extraterrestre? C'est un truc qui me fascine, des gens qui oublient totalement la temporalité pendant un certain moment de leur vie, qui ne se souviennent de rien comme un gros trou de mémoire, et qui sont après ensuite de ça interrogés par leur famille en mode « tu étais où pendant tout ce temps ?» C'est effrayant ce genre de témoignage. Bref, est-ce que ça vous dit? En commentaire, balancez-moi ça. Une enquête officielle est en cours pour tenter d'élucider ce qui s'est réellement produit entre le 7 et le 26 décembre 1900 sur le phare d'Elion Mort. Sous la supervision du supérieur des gardiens, les investigations relèvent que le phare s'est éteint bien avant le retour de Mort. Dans la nuit du 15 décembre déjà, le bateau à vapeur à Archer a été contraint de poursuivre son chemin car le phare d'Elion Mort était éteint. Selon le commandant, cette nuit-là, il a observé que la nuit était claire et que le vent soufflait très fort. L'archer arrivé au port, cette information n'a pourtant pas été communiquée aux autorités maritimes. La fenêtre temporelle pour dater la disparition se réduit alors, car on peut légitimement penser qu'à ce moment, les 3 hommes avaient déjà disparu. Pourquoi donc aurait-il laissé le phare dans l'obscurité sinon? Quant au reste du ponton abîmé par les éléments sur la côte ouest de l'île, il permet de déduire que les gardiens se sont absentés du phare afin de sécuriser des cordages menacés par la tempête sur les débarcadères. C'est alors qu'une immense vague les a surpris et précipités à l'eau. Affaire classée pour l'enquêteur chargé de l'affaire Mured. Pourtant, on n'est toujours pas en mesure d'expliquer pourquoi les 3 gardiens, aguerris et professionnels, seraient sortis ensemble par des temps aussi menaçants. Et comment expliquer qu'aucune tempête n'a été signalée dans la zone avant le 20 décembre, alors qu'on note déjà, grâce aux témoignages et au commandant de l'Archer, l'absence de lumière au phare? Comment expliquer aussi que les ports du phare aient été trouvés closes à l'arrivée de Mort? Aujourd'hui, une reconstitution des faits est retenue par la plupart des chercheurs. Les lampes à l'huile du phare ayant été retrouvées propres, ce qui prouve que les gardiens se sont levés le matin du jour de la disparition et qu'ils ont préparé le phare à son fonctionnement du soir. Remettre les lampes en état de fonctionnement pour le soir constitue quand même une certaine morning routine des gardiens du phare. C'était vraiment leur priorité de la journée.
Ensuite, la vaisselle propre dans la cuisine impeccable montre aussi que les gardiens ont probablement déjeuné à midi, puis ont eu le temps de faire la vaisselle avant que la météo se dégrade. Puis alors, en journée, en voyant la météo se détériorer rapidement, Marshall et Ducat seraient alors partis sécuriser l'équipement du débarcadère ouest, tandis que leur collègue, Mark Arthur, restait en arrière afin d'assurer le fonctionnement du phare. Marshall, le plus jeune gardien, le plus expérimenté aussi, serait descendu le long de la falaise et aurait été projeté à l'eau par une vague scélérate. Ducat aurait alors peut-être couru jusqu'au phare pour avertir Mark Arthur et demander son aide pour secourir ensemble leurs collègues. Mark Arthur serait donc peut-être sorti précipitamment sans prendre son équipement de pluie. Arrivés sur place, les deux hommes auraient tenté d'envoyer une corde à leur ami Winbou et Marshall avant d'être emportés à leur tour par un mur d'eau. Mais McDucat et MacArthur, deux quadragénaires habitués au péril de la mer, se seraient vraiment aventurés si imprudemment près du rivage comme ça? Non, ça paraît vraiment bizarre. Quelle autre explication plus plausible pourrait-il avoir avec cette disparition? Et on est dans un sacré pétrin là, c'est hyper énigmatique cette histoire. Il est possible que ce soit seulement une vague scélérate, sans tempête, mais les seuls véritables indices qui existent sont ceux des dégâts causés par les intempéries sur la côte ouest. Même les corps des pauvres disparus n'ont jamais été retrouvés encore et à ce jour, plus de 124 ans après leur disparition. Les disparitions mystérieuses, elles, ne cesseront jamais évidemment de passionner les esprits, au point où des fausses informations circulent rapidement sur le sujet. En 1920, déjà dites-vous, on pouvait trouver une fausse version du journal de bord des gardiens, avec des inscriptions fantaisistes pour alimenter la théorie selon laquelle l'un d'entre eux serait devenu complètement barjot. Certains articles aussi relatent que Mort aurait retrouvé des restes de repas sur la table, et une chaise tombée comme si quelqu'un s'en était levé précipitamment. Mais le temps relève que ces détails ont été inventés et relayés par certains journaux jusqu'à devenir des vérités dans la culture populaire. Alors que c'était complètement faux. Depuis l'incident tragique de l'hiver 1900, Elion Mort s'est taillé d'une solide réputation d'île hantée. Le phare est pourtant à nouveau maintenu en service par des gardiens qui, comme les disparus, avant eux, restent sur l'île 24 heures sur 24. Ce qui permet à Walter Aldibert, gardien principal de 1953 à 1957, d'observer des vagues capables d'atteindre les lampes du phare. On parle quand même d'un phare haut de 23 mètres, hein, c'est pour vous dire, juste pour vous répéter ça, parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez dit. La réponse est donc probablement oui. En 1971, au grand soulagement de tous, le phare est automatisé. À son pied, il ne reste plus de Elion Mort qu'un poignet de moutons et quelques oiseaux marins. Dites-vous que personne n'habite l'île depuis 53 ans maintenant, à l'heure où je vous poste cette vidéo. Personne pour nous dire donc si, entre deux sifflements du vent, on peut apercevoir les gémissements des âmes des gardiens du phare disparu. Ne restez pas déconnectés les amis trop longtemps pour une prochaine histoire racontée par votre conteur préféré, moi-même j'espère. Je suis le vôtre ou pas conteur préféré, j'espère. A bientôt, c'était Léo et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des histoires que vous aimeriez bien voir sur la chaîne finalement. A très vite, je vous embrasse et passez une très bonne nuit.